Bonjour. Nous voici avec Caroline Hast qui dirige la maison Belfond et Angélique Vimont que vous connaissez tous bien pour vous présenter notre rentrée 2025 Belfond avec 3 voix de femmes cette année, Caroline. Vous m'entendez ? Oui. Tout à fait, 3 voix de femmes. Alors, on est toujours très très contente de présenter la rentrée littéraire, mais je dois dire que cette année particulièrement, parce que ces 3 femmes-là ont des voix qu'on trouve particulièrement puissantes, particulièrement intéressantes, et particulièrement intéressantes aussi actuellement dans nos sociétés un peu troublées. Et sans plus attendre, on va vous parler de quelqu'un qu'on adore dans le catalogue, qui n'était pas là depuis longtemps. Ça fait 7 ans qu'on attendait son nouveau roman, c'est Jasmine Ward, avec son nouveau titre qui s'appelle « Nous serons tempête ». Et j'ai presque envie de vous dire, si vous ne devez en lire qu'un de toute la rentrée en étranger, lisez celui-ci. Et bon, je me tire un peu une balle dans le pied parce qu'après on a un autre titre étranger, mais c'est l'idée. Jasmine Ward, elle a une place qui est assez prépondérante dans la littérature américaine. J'aime rappeler que c'est la seule femme à avoir eu 2 fois le National Book Award. Je pense même qu'il y a eu très très peu d'auteurs en fait qui ont eu 2 fois le National Book Award, et c'est d'autant plus spectaculaire qu'elle n'a écrit que 5 livres avec celui-ci. Et c'est pour dire vraiment la place qu'elle occupe. Certes, il y a beaucoup de références actuellement quand on est une autrice afro-américaine à Toni Morrison, mais je pense que s'il y en a une qui vraiment supporte la comparaison, c'est bien Jasmine Ward. Donc vous vous rappelez son dernier titre qui s'appelait Le Chant des Revenants, qui était déjà un très très gros succès, et parce qu'avant ça c'était un peu confidentiel, mais Le Chant des Revenants, c'est celui qui l'a fait vraiment découvrir, qui avait eu le prix des lectrices de Elle, qui avait eu le prix du magazine America. Donc c'est vrai qu'elle a mis un peu de temps à écrire son nouveau roman. Là, c'est la première fois qu'elle fait un roman qui n'est pas contemporain et qui est situé pendant la période de l'esclavage. Et en fait, ce qui est assez fascinant dans son livre, c'est que je pense qu'elle l'aborde d'une autre manière, comme je ne l'avais pas encore vraiment lu. C'est-à-dire, au-delà d'un récit de la vie d'une esclave, c'est surtout l'idée de dépasser cette idée de donner une espèce de profondeur et d'ampleur pour dire que les femmes esclaves n'étaient pas que des femmes esclaves et qu'elles venaient de quelque part, elles ont une histoire, elles ont une culture. Les femmes et les hommes, les esclaves bien entendu, mais c'est quand même très axé sur des personnages féminins. Et c'est les inscrire dans une tradition dont on les a largement privées. Et donc on va découvrir une jeune esclave qui s'appelle Anis. La première phrase du livre, elle est déjà magnifique, c'est la première arme que j'ai eue en main était la main de ma mère. Et donc ce qui vous donne tout de suite la perspective qu'elle adopte, qui est la transmission en fait. D'où vient la force, d'où vient l'histoire, d'où vient la résilience, d'où vient la faculté aussi de combattre quelque chose qui est absurdement violent. Et donc tout le livre va être l'espèce de dialogue intérieur de cette jeune femme, Anis, avec sa mère, qu'elle n'a plus, et avec ses ancêtres, et notamment avec sa grand-mère qui s'appelle Asa, et qui est une sorte d'esprit de la nature, de la pluie, de l'orage et donc de la tempête aussi, et un esprit qui n'est pas toujours bienveillant à son égard, ou en tout cas qui ne répond pas forcément toujours quand elle a besoin d'elle, mais qui à la fin lui donne la force de devenir tempête, comme le dit le titre. Je vous laisse découvrir tout ça parce que je pense qu'il y a un vrai plaisir à redécouvrir l'écriture de Jasmine Ward, qui est assez unique et particulièrement lyrique et poétique. Et donc, faites-vous plaisir avec ce livre-là. Non, moi, j'ajouterais la traduction remarquable de Charles Recourcé, qui est absolument sublime. Et je finirais en disant que, sur un aspect un peu plus politique, on sait à quel point le négationnisme et le révisionnisme est très présent aux États-Unis et de plus en plus chez nous, et que d'avoir ce genre de roman, ce genre de titre à défendre, c'est très important.
Alors, tu peux nous parler de Yi Yun Lee, qu'on connaît bien chez Bellefond aussi. C'est un nouveau texte très littéraire, mais quand même assez accessible par rapport à ce qu'elle nous a fait lire précédemment. Yi Yun Lee, c'est vrai qu'on la publie depuis très longtemps. Alors bon, on va pas se mentir, c'est pas des ventes dévastatrices, et donc on compte un petit peu sur vous pour voilà. Ce qu'il faut retenir aussi ce qu'il faut savoir sur Yi Yun Lee, c'est la place là aussi assez centrale qu'elle occupe dans la littérature américaine, sans qu'on le sache en réalité. Elle s'est mise à l'écriture quand elle est arrivée de Chine. Au départ, elle était chercheuse en biochimie. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un c'est un cerveau. Elle parlait pas un mot d'anglais, et en fait, pour apprendre l'anglais, elle s'est inscrite à un atelier d'écriture, et donc c'est comme ça qu'elle est devenue écrivain. Et puis, très rapidement, elle a abandonné sa carrière de chercheuse en biochimie pour devenir l'écrivaine qu'on sait. Elle a eu un premier livre qui a été extraordinaire et acheté dans le monde entier, qui avait fait vraiment un grand bruit, qu'on avait publié à l'époque et qui s'appelait Un beau jour de printemps. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le découvrir. Et après ça, elle a fait beaucoup d'autres titres aussi, des essais, elle a fait des nouvelles, elle a refait des romans. C'est pas toujours simple, dans le sens où justement c'est les carrières un peu qu'on essaye de suivre, mais avec beaucoup de titres de genres différents. Et pourtant, elle est, quand je vous dis qu'elle a une place prépondérante, elle est prof à Princeton. Si vous la citez à n'importe quel jeune auteur américain actuellement, vous verrez qu'il y a de l'adoration dans les yeux, et ils se mettront à jeter des pétales de rose juste à l'évocation de son nom. Elle est aussi jurée dans des prix très, très importants. Notamment, elle a été jurée du National Book Award, puisque vous savez qu'aux États-Unis ou en Angleterre, les jurés tournent, donc c'est pas toujours les mêmes. Donc elle a été jurée au moment du National Book Award, avec un fun fact elle était jurée l'année où James Ward a eu son premier National Book Award, et elle avait particulièrement œuvré pour elle. Et actuellement, elle est jurée du Booker. Donc c'est pour vous dire que vraiment, c'est quelqu'un qui est assez incontournable, sans qu'on le sache, parce qu'elle est particulièrement discrète. Et là, elle nous livre un titre qui est peut-être un peu plus romanesque que les autres, et qui est vraiment formidable, qui s'appelle Mon ami de plume, et qui fait beaucoup penser au début, en tout cas, à l'amie prodigieuse, avec une amitié de deux adolescentes très très forte, une amitié qui est liée par une espèce de besoin presque viscéral de raconter des histoires. Et en fait, elles se racontent l'une l'autre des histoires. Et c'est vraiment toute la description d'une amitié d'adolescente, où on a l'impression qu'on ne peut pas vivre l'une sans l'autre, que l'une finit les phrases de l'autre, que l'une commence une histoire, l'autre la termine. Ce qu'on sait quand on commence le livre, c'est qu'il y en a une des deux qui est décédée, qu'elles ne se sont pas vues avant l'annonce de ce décès pendant au moins 20 ans. Et en fait, tout le livre va consister à retracer leur amitié et ce qui a fait qu'elles se sont séparées. La grande force de Yi Yun Lee, c'est la psychologie de ces personnages, qui est vertigineuse et qui est particulièrement nuancée et particulièrement complexe. Et donc, sur cette trame-là, il y a plein de choses qui se disent, en fait. Et notamment sur la littérature et sur les livres. C'est qui sauve qui, en réalité, qui écrit et qui sert à vivre autrement. Donc là aussi, vous pourrez découvrir ça. Là aussi, une traduction qui est vraiment particulièrement réussie de Clément Baud, qui traduit par ailleurs Kolum Macan ou Viet Thanh Nguyen. Donc là, on a vraiment deux grands traducteurs qui ont travaillé sur ces deux grands livres. Alors je le dis quand même, mais tu as coutume de dire, en rigolant, mais pas tellement, qu'un jour, Yi Yun Lee aura le Nobel. Ouais, moi c'est sur elle que je mise. Plus que Murakami. Oui, j'allais dire, plus que sur Murakami, qui, à mon avis, sert un peu de maître étalon aux autres. Mais vous verrez qu'un jour, Yi Yun Lee, et là, vous vous rappellerez de ce moment. Et alors notre dernier texte est un deuxième roman d'Ajar Bali, qu'on a déjà défendu chez Bellefond en 2019, il me semble. 2020 avec Écorce. Et elle revient cette fois-ci avec Partout le même ciel, et ça se passe en Algérie.
Ça se passe en Algérie. Ça se passe en Algérie à une époque qui n'est pas très éloignée, mais qui était une espèce de prémisse du printemps arabe. Il y a eu vraiment quelques années où, comme une forme d'ouverture en Algérie. On sait qu'aujourd'hui, ça s'est un petit peu refermé. Et donc, elle situe son livre à ce moment-là, et c'est important pour l'histoire, parce que c'est une histoire en fait, c'est l'histoire d'un trio. Il y a deux pas adolescents, mais deux jeunes personnes. Il y a Wafa et son fiancé, qui sont... ils vivotent, ils frôlent la délinquance, ils rêvent que d'une chose, c'est partir au Canada. Et le livre démarre, ils agressent en fait une vieille dame dont ils sont persuadés que, parce qu'elle porte des boucles d'oreilles, qu'elle est riche. Et en fait, pas tellement, mais c'est un peu sordide au début, mais en même temps, on sent bien que tout ça est assez accidentel. Mais le fils de cette vieille dame, qui lui-même est plus âgé que notre duo, les retrouve et se met en tête de les remettre dans le droit chemin. Et il est animé par une espèce de crise un peu mystique qui fait qu'il se dit il faut vivre mieux, il faut vivre aussi en fonction de certains préceptes religieux. Et donc vraiment, il se dit je vais les sauver, quoi. Et en fait, ça va pas se passer comme ça, parce que là aussi, c'est pour revenir à l'aspect très psychologique de la chose, je pense que les trois autrices ont ça en commun, c'est qu'elles montrent les dynamiques de groupe d'une manière vraiment très 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 profonde et très nuancée. Et en fait, entre ce trio va s'installer une espèce de rapport qui est à la fois de l'admiration, à la fois du respect et en même temps de l'amusement. Ils partagent plein de trucs. Le Slim leur ouvre la bibliothèque et donc Wafa lit Nietzsche. Elle dit « je comprends rien mais ça me parle ». Et son fiancé, lui, il est un peu en manque d'une figure paternelle, et donc ce Slim là qui... en fait, c'est quelqu'un qui l'admire beaucoup. Et donc, les trois ensemble vont évoluer dans cette Algérie qui pourrait s'ouvrir à ce moment-là, qui pourrait prendre une espèce d'élan. Et puis, vous allez lire la suite pour voir comment ça se termine. Mais c'est là aussi un titre qui est très... qui sous des dehors très élégants, dit beaucoup de choses, et des choses pas que faciles sur l'Algérie. Il y a une vraie dénonciation de beaucoup de choses dedans, mais dit de manière particulièrement plaisante, en fait. Il y a une forme d'élégance de Hajar Bali, de pas aller dans la provoque, et mais en même temps de dire des choses qui peuvent être au moins aussi puissantes. Et ça sort en Algérie en même temps, puisque c'est une coédition avec une maison... Alors, coédition, en même temps, oui, techniquement pas complètement, mais en tout cas on a travaillé complètement de concert. Et effectivement, ça sort chez Barzac, qui est vraiment une maison formidable, qui publie des livres vraiment palpitants et très importants. Pour la petite histoire, c'est eux qui avaient quand même publié Kamel Daoud au tout début. Voilà, ils font un travail super qui est pas facile en ce moment, donc c'est aussi bien de les évoquer. Et puis, moi, je compléterai en disant qu'on a de plus en plus en littérature francophone de voix algériennes qui émergent aussi sur le marché français, mais on a très peu de voix algériennes d'auteurs qui habitent toujours en Algérie. Et c'est pas forcément la même vision du pays, de l'amour du pays aussi. Et c'est très intéressant d'avoir la voix d'Hajar Bali sur son pays. Il viendra en France certainement pour porter ce livre. Ouais. Merci tout le monde. Merci beaucoup.